Lors du brunch familial, maman rayonnait de fierté en annonçant qu'ils avaient remboursé l'hypothèque de ma sœur. Ma sœur m'a lancé un sourire suffisant et supérieur, savourant ce moment de mon exclusion. Je n'ai pas bronché. Je me suis simplement penché sur la table et j'ai murmuré, c'est beaucoup d'argent. Avez-vous déjà parlé aux fédéraux de votre fraude fiscale, ou est-ce une surprise pour plus tard? Le patio du Magnolia Country Club avait habituellement ce doux bourdonnement ambiant. Le tintement de l'argenterie, les rires polis, le quatuor à cordes jouant près du buffet. À ce moment-là, tout cela a simplement disparu. Pour comprendre à quel point ce silence était satisfaisant, il faut comprendre la dynamique à cette table. Mes parents organisaient ce brunch une fois par mois. Ma jeune sœur, Vanessa, traitait toujours ses matinées comme un événement de tapis rouge. Elle avait 32 ans, 3 ans de moins que moi. Mais elle se comportait comme une adolescente qui venait de gagner le titre de reine du bal de fin d'année. Ce matin-là, j'étais arrivé sur le patio vêtu d'un jean foncé et d'un simple pull gris. Je suis juste venu pour la nourriture gratuite et pour m'assurer que mes parents allaient bien. Maman versait déjà le champagne. Papa vibrait pratiquement d'excitation. Vanessa était assise en face d'eux, portant une robe d'été de créateur jaune qui coûtait facilement plus que le paiement mensuel de ma voiture. Tapant agressivement sur son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand j'ai tiré ma chaise. Une fois que le serveur a quitté notre table et que les menus ont été débarrassés, maman a tapé son couteau à beurre contre son verre en cristal. C'était un petit son sec et exigeant. Nous avons des nouvelles incroyables, a-t-elle dit. Papa rayonnait. Son visage était rouge, de cette lueur paternelle et fière que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Vanessa a posé son téléphone, affichant un sourire exagéré et innocent. Elle m'a regardé, puis les a regardés de nouveau, jouant la fille humble. Papa s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la nappe blanche. Nous avons officiellement viré les fonds pour rembourser entièrement la maison de Vanessa. C'est incroyable, et je dis, et je le pensais. J'étais vraiment surpris. J'ai pris une longue gorgée de mon eau, attendant la deuxième partie de l'annonce, la partie où ils expliqueraient comment cela fonctionnait pour le reste de la famille. Elle n'est jamais venue. Après une minute entière à les voir célébrer, maman s'extasiant sur le fait que Vanessa n'aurait plus à s'inquiéter des frais généraux mensuels, et Vanessa parlant de rénover la salle de bain des invités, j'ai posé mon verre. Alors j'ai dit, en gardant ma voix légère, comment fonctionne la répartition anticipée de l'héritage? Est-ce qu'on envisage une fiducie pour ma moitié, ou est-ce que vous faites quelque chose d'autre? Vanessa a ri sèchement. C'était un son grinçant et méprisant. Le sourire de papa a disparu. Il m'a regardé comme si je venais de cracher sur la table. Ta moitié? Le patio est soudainement devenu inconfortablement silencieux. J'ai regardé de papa à maman, puis vers Vanessa, dont l'expression suffisante se figeait déjà. Oui, ma moitié, et je dis. Vous avez dit que c'était un paiement anticipé d'héritage. Maman a commencé à beurrer agressivement son croissant, refusant de croiser mon regard. Eh bien, en fait, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur ta sœur pour le moment. Je l'ai dévisagé. Pardon? Nous avons pensé que cela ne te dérangerait pas, a dit papa. Son ton était sur la défensive. Déjà prêt pour une dispute. Tu as un excellent travail. Tu loues un bel appartement. Tu as toujours été si indépendante. C'est ça une hypothèque et de vraies responsabilités. De vraies responsabilités. Vanessa a souri d'un air narquois et a pris une lente gorgée de son mimosa. Exactement. Ce seul mot a fait bouillir mon sang. L'audace pure et simple. J'avais passé les 3 dernières années à rentrer à la maison pour chaque Thanksgiving. Non pas pour me détendre, mais pour aider papa à réparer son toit qui fuyait parce qu'il me disait que l'argent était rare et que les entrepreneurs coûtaient trop cher. J'avais prêté ma voiture à maman pendant 6 mois quand sa transmission a lâché. Prenant le bus pour aller au travail tous les jours pour qu'elle ne soit pas dérangée. Vanessa n'avait jamais levé le petit doigt. Elle n'a jamais payé pour un dîner. Elle n'a jamais proposé d'aider. Mais d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle avait acheté une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre, elle recevait une aide massive à 6 chiffres. Papa m'a lancé ce regard condescendant, aux paupières lourdes. S'il te plaît, ne fais pas de scène aujourd'hui. C'est une occasion heureuse. Je suis resté assis en silence pendant un long moment,
écoutant la musique du patio en arrière-plan. J'ai regardé le visage suffisant de Vanessa, puis je me suis souvenu d'un PDF spécifique que j'avais découvert sur mon ordinateur de travail exactement 48 heures plus tôt. Quelque chose que Vanessa priait pour qu'il reste enterré à jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vu son sourire vaciller une fraction de seconde devant le vide dans mes yeux. Puis je me suis tourné vers mon père. « Papa » et je dis, en gardant ma voix parfaitement égale. « A-t-elle mentionné le privilège fiscal fédéral ?» Vanessa a laissé tomber sa fourchette. Elle a heurté l'assiette en porcelaine avec un bruit sec qui a fait tourner la tête du couple à la table voisine. Maman s'est figée, son couteau à beurre en suspens. Papa a plissé les yeux vers moi. Son front se plissant. « De quoi parles-tu » Vanessa s'est penchée en avant, sa voix tremblante, le personnage soigneusement cultivé du country club se fissurant instantanément. « Ferme ta bouche tout de suite. » Je n'ai même pas scié. J'ai juste regardé mon père. « Quel privilège fiscal » a demandé papa, sa voix montant en volume. Une semaine plus tôt, j'avais travaillé tard. Je suis analyste principal des risques pour une entreprise de logistique de taille moyenne, et une partie de mon travail consiste à aider notre service de conformité à effectuer des vérifications d'antécédents de routine sur les nouveaux partenariats avec les fournisseurs. Nous cherchions à externaliser une partie de notre marketing numérique, et l'agence boutique de Vanessa était sur la liste restreinte. Mon patron pensait que ce serait une belle connexion familiale. J'ai consulté ses déclarations financières publiques, m'attendant à une approbation standard, un coup de tampon. Au lieu de cela, j'ai trouvé un désastre absolu. Vanessa n'avait pas payé les charges sociales de son agence. Pas pour un mois ou deux. Pendant plus de 3 ans, elle avait déduit les impôts des chèques de paie de ses quelques employés et avait simplement gardé l'argent. Elle devait à l'IRS la somme stupéfiante de 312 500 $. Et pire encore, le gouvernement n'avait pas seulement remarqué. Ils avaient déjà agi. Ils avaient placé un privilège fiscal fédéral massif sur sa maison. Si mes parents viraient des centaines de milliers de dollars sur son compte hypothécaire, ils ne sécuriseraient pas son avenir. L'IRS saisirait immédiatement chaque centime pour satisfaire la dette fédérale. Mes parents étaient littéralement sur le point de mettre le feu à leur retraite pour payer les crimes fédéraux de ma sœur. Papa a lentement tourné la tête. Vanessa ? Elle fixait la nappe. Ses jointures devenaient blanches là où elle agrippait le bord de la table. « Est-ce vrai » a demandé maman, sa voix aiguë et mince. Personne n'a fait de bruit, alors j'ai calmement exposé les détails exacts. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste récité les faits comme si je lisais un bulletin météo. Les charges sociales manquantes, les dates de l'audit, la saisie imminente des actifs, le montant exact en dollars. Au moment où j'ai arrêté de parler, Vanessa avait l'air nauséeuse. Toute la couleur avait disparu du visage de papa, le laissant gris et soudainement très vieux. Finalement, il a posé une question. « Combien dois-tu » La voix de Vanessa était un murmure. « Plus de 300 000. » Maman a couvert sa bouche avec ses 2 mains. Un petit son étouffé s'est échappé de sa gorge. Papa n'a pas crié. Il n'a pas cogné ses poings sur la table. Il a juste sorti son téléphone de sa poche, a composé le numéro de son représentant bancaire privé et s'est levé. Il s'est éloigné de la table sans regarder aucun d'entre nous pour annuler le virement. Le brunch était terminé. Personne n'a touché à ses œufs. J'ai fait signe au serveur, je lui ai tendu ma carte de crédit pour payer exactement ma part de l'addition et les boissons de mes parents, et j'ai laissé maman et Vanessa assises là dans un silence absolument suffocant. Je pensais que ce serait la fin. La bombe avait explosé, la vérité était sortie, et je pouvais enfin prendre du recul et les laisser gérer le désordre qu'ils avaient créé. J'avais tort. Ce n'était que le début du cauchemar. Le mois suivant a été un brutal retour à la réalité pour la famille. Papa a gelé tous ses actifs. Le choc d'avoir failli perdre une énorme partie de ses économies de toute une vie au profit du gouvernement fédéral l'a terrifié et l'a poussé à agir. Il a forcé Vanessa à engager un jury comptable, quelqu'un qu'il a choisi, pas quelqu'un de son cercle. Les relevés bancaires ont prouvé tout ce que j'avais dit et plus encore. Le remboursement de l'hypothèque n'était pas seulement Vanessa acceptant nonchalamment un cadeau.
C'était une tentative désespérée et calculée d'obtenir de l'argent liquide ou de dégager la valeur nette avant que le gouvernement fédéral ne saisisse sa propriété et ne l'envoie en prison pour évasion fiscale. Ce qui a brisé mes parents, ce n'était pas seulement la dette elle-même. C'était la manipulation de sang-froid. Elle s'était assise dans leur salon, avait pleuré sur le stress que lui causaient les taux d'intérêt, et les avait regardés vider leur portefeuille d'investissement pour elle, sachant exactement où cet argent allait réellement. Mais au lieu de la colère, mes parents ont fait ce qu'ils faisaient toujours quand Vanessa faisait une bêtise. Ils ont paniqué, puis ils ont essayé de réparer. 2 semaines après le brunch, mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était maman. « Nous avons besoin que tu viennes demain », a-t-elle dit. Elle avait l'air épuisée. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Papa passe un moment difficile. Nous avons une réunion avec le comptable. Maman, j'ai du travail, et je dis en mettant mon ordinateur portable de côté. Et honnêtement, c'est entre vous et Vanessa. Je vous ai dit ce que vous aviez besoin de savoir. J'ai sauvé votre retraite. Je suis hors de ça. Tu n'es pas hors de ça. A-t-elle lancé, avec une soudaine pointe d'amertume dans son ton. Tu as fait exploser cette famille. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous aider à trouver comment la reconstruire. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille pendant une seconde, fixant simplement l'écran. J'ai fait exploser la famille. Pas la fille qui a commis une fraude fiscale fédérale. Moi. Je serai là à 6 heures, et jeudi et j'ai raccroché. La maison ressemblait à une morgue quand je suis entré le lendemain soir. Les lumières étaient tamisées. Papa était assis à la table de la salle à manger, entouré de piles de papier, de dossiers manillés et de tasses à café vides. Un homme que je ne reconnaissais pas, le jury comptable, un type nommé Holt, était assis en face de lui, tapotant un stylo en argent contre un bloc-notes juridique. Vanessa n'était pas là. Où est-elle? Et je demandai en tirant une chaise. À l'étage, a dit maman doucement depuis le seuil de la cuisine. Elle ne peut pas arrêter de vomir. Ses nerfs sont complètement à vif. Tragique, et je marmonnai. Papa m'a lancé un regard assassin. Assieds-toi. Je me suis assis. Holt m'a regardé, m'évaluant un instant avant de retourner à ses notes. J'expliquais justement à votre père la réalité de la situation. Le privilège de l'IRS est embêtant, mais le problème plus profond, ce sont les fonds de paie manquants. Ce sont des impôts fiduciaires. Le gouvernement considère cela comme un vol envers les employés. Si elle ne fait pas un paiement forfaitaire de bonne foi d'ici la fin du mois, ils vont engager des poursuites pénales. La prison, a dit papa, sa voix creuse. Il veut dire la prison. Oui, a dit Holt doucement. La prison fédérale. J'ai regardé les chiffres sur la page en face de moi. C'était une comptabilité complète des comptes professionnels et personnels de Vanessa. J'ai parcouru les colonnes de dépenses. Cela m'a retourné l'estomac. Pendant qu'elle volait ses employés et échappait à l'IRS, elle dépensait des milliers de dollars en voyages de luxe, en vêtements de marque et en véhicules de location haut de gamme. Elle avait littéralement financé un style de vie d'influenceuse avec des impôts volés. Alors, quel est le plan? Et je demandais. Vous allez la renflouer? Papa s'est frotté les yeux. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au country club. Je ne peux pas. Même si je le voulais, je ne peux pas liquider assez d'actifs assez rapidement sans subir une pénalité massive qui nous mettrait, ta mère et moi, en faillite. Nous avons essayé d'obtenir une deuxième hypothèque sur cette maison, mais mon crédit a pris un coup l'année dernière quand cet investissement immobilier a mal tourné. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient cerclés de rouge et désespérés. C'est pourquoi nous t'avons demandé de venir ici, a dit maman, entrant dans la salle à manger. Elle se tenait derrière papa, posant ses mains sur ses épaules. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement où cela menait. Non, et je dis instantanément. Écoute juste, a plaidé papa. Tu as un crédit parfait. Tu as un emploi bien rémunéré. Tu n'as aucune dette. Parce que je paie mes impôts et que je n'achète pas de choses que je ne peux pas me permettre. Et je répliquai, ma voix résonnant contre les hauts plafonds. Nous avons besoin que tu co-signes un prêt relais, a dit papa, ignorant mon emportement. Il a poussé un dossier sur la table vers moi. C'est un prêt commercial à court terme, 200 000.
C'est assez pour que l'IRS renonce aux poursuites pénales et mette en place un plan de paiement pour le reste. Je ferai les paiements mensuels. Tu n'auras pas à payer un centime. Nous avons juste besoin de ton nom et de ta cote de crédit pour le garantir. J'ai fixé le dossier comme si c'était une grenade dégoupillée. Vous voulez que j'associe mon nom et mon avenir financier à un prêt pour quelqu'un qui fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude financière. J'ai regardé Holt. Dites-leur à quel point c'est insensé. Holt a soigneusement posé son stylo. Je conseille à mes clients de ne pas mélanger famille et dette. Mais d'un point de vue purement mécanique, votre profil de crédit est le seul moyen que cela soit approuvé dans le délai dont nous disposons. S'il te plaît, a murmuré maman. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes coulant sur ses joues. Si elle va en prison, sa vie est finie. Elle ne s'en remettra jamais. C'est ta sœur. C'est une voleuse, et je dis en me levant. Elle vous a menti. Elle a essayé de voler votre retraite et maintenant vous voulez que je risque ma carrière? Je travaille dans la conformité des risques financiers. Si mon entreprise découvre que je suis mêlé à une affaire d'évasion fiscale fédérale, je perds mon travail. Je perds mon habilitation. Je perds tout ce que j'ai construit. Nous ne laisserions pas cela arriver, a dit papa fermement. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et je criai. Vous n'avez aucun contrôle sur ça. C'est elle qui a fait ça. Nous demandons ton aide. A crié papa en retour, frappant sa main sur la table. C'est ce que font les familles. Nous nous serrons les coudes quand les choses deviennent difficiles. Non, et je dis doucement. C'est ce que je fais, moi. Je me serre les coudes. J'ai réparé votre toit. J'ai donné ma voiture à maman. Je n'ai jamais demandé un centime. Et quand vous aviez des centaines de milliers de dollars à donner, vous m'avez complètement exclu. Vous étiez parfaitement heureux de me laisser sans rien pendant que vous lui donniez une fortune. Vous ne voulez de moi maintenant que parce que j'ai quelque chose dont vous avez besoin pour la sauver. Le silence a rempli la pièce, épais et lourd. Maman a détourné le regard. La mâchoire de papa s'est crispée, mais il n'a pas argumenté parce que c'était la vérité. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Si tu sors par cette porte, a crié papa, sa voix tremblant d'un mélange de chagrin et de rage. Ne prends pas la peine de revenir pour Thanksgiving ou Noël. C'est fini entre nous. Je me suis arrêté avec la main sur la poignée de porte. Le poids de ces mots m'a frappé durement, une douleur physique dans ma poitrine. Je les ai regardés. Ils avaient l'air petits. Pathétiques. Bonne chance avec l'IRS, et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. J'ai passé les 3 semaines suivantes à ignorer leurs appels. Maman a laissé des messages vocaux en larmes. Papa a envoyé de longs textos culpabilisants sur la loyauté et le pardon. Vanessa n'a absolument rien envoyé. J'ai bloqué leur numéro et me suis plongé dans le travail. Je pensais que si je tenais bon, ils finiraient par trouver une solution. Ils vendraient la maison, prendraient plus petit, tout ce qu'ils devaient faire. Ils survivraient et finalement la colère s'estomperait. Mais c'est le truc avec les gens comme Vanessa. Quand ils sont acculés, ils ne réfléchissent pas. Ils attaquent. Ça a commencé un mardi matin. J'étais assis à mon bureau en train de boire mon 2e café et de réviser un contrat de fournisseur quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. D'habitude, je laisse ça aller à la messagerie vocale, mais j'attendais un appel d'un directeur régional. Alors, j'ai répondu. Bonjour. C'est Sloan? Une voix d'homme. Profonde, rauque, agressive. Oui. Qui est à l'appareil? Mon nom est Cormac. Je suis le propriétaire de l'entreprise de fourniture d'imprimerie à qui votre sœur doit 60 000. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Je suis désolé. Je n'ai rien à voir avec l'entreprise de ma sœur. Vous devez la contacter directement. Je l'ai fait, a dit Cormac, son ton devenant venimeux. Elle esquive mes appels et son bureau est vidé. Mais elle m'a envoyé un email hier soir. A dit que ses actifs sont temporairement gelés, mais que sa sœur, vous, finalise un prêt-relais commercial pour couvrir ses dettes de fournisseurs impayés. Elle m'a donné votre numéro et votre lieu de travail. A dit que je devrais confirmer avec vous que le chèque arrive d'ici vendredi. Mon sang s'est complètement glacé. Le bureau autour de moi,
les téléphones qui sonnent, le bourdonnement de l'imprimante, le bavardage de mes collègues, tout semblait s'estomper. Elle a fait quoi? Et je murmurais. Ne jouez pas l'idiote avec moi. A claqué Cormac. J'ai des fournisseurs qui me mettent la pression parce qu'elle m'a planté. Est-ce que vous signez le prêt cette semaine ou non? Parce que si vous ne le faites pas, j'appelle mes avocats et je traîne tous ceux qui sont liés à son agence devant les tribunaux civils. Elle vous a listé comme garante financière sur la mise à jour de compte qu'elle a soumise le mois dernier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Elle m'avait listé comme garante. Quand? Il y a 4 semaines? J'ai les documents signés. Elle a falsifié ma signature. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un train de marchandises. Quand j'ai refusé de co-signer le prêt pour mes parents, Vanessa ne l'a pas simplement accepté. Elle était désespérée. Elle avait accès à mon numéro de sécurité sociale grâce à un vieux document fiscal familial que mon père gardait dans son classeur. Elle connaissait mon employeur. Elle connaissait ma tranche de revenus. Elle avait fabriqué des documents pour gagner du temps avec ses fournisseurs en colère, utilisant mon nom comme garantie pour les empêcher de la poursuivre en justice pendant qu'elle essayait de trouver un moyen de se sortir du pétrin de l'IRS. Écoutez-moi très attentivement, Cormac, et je dis, en gardant ma voix aussi stable que possible, bien que mes mains tremblaient. Je ne signe pas de prêt. Je ne suis pas garante. Si vous avez un document avec ma signature, il est falsifié. Vous devez m'envoyer ce document immédiatement. Cormac a laissé échapper un rire dur et amer. Ouais, c'est ça. Bien essayé. Je ne joue pas à des jeux de famille avec vous. Dites à Vanessa qu'elle a jusqu'à vendredi. Ou je dépose la plainte et je vous nomme toutes les deux. Il a raccroché. Je suis resté assis à mon bureau, paralysé. Une poursuite civile me nommant comme garante sur un compte fournisseur frauduleux. Si cela devenait public, le logiciel de conformité de mon entreprise le signalerait instantanément. Je serais suspendu en attendant une enquête. Je pourrais perdre mon emploi, ma carrière. Tout ce que j'avais construit pour me distancer du chaos de ma famille était sur le point d'être entraîné dans la boue avec eux. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Vanessa. J'ai attrapé mon manteau, dit à mon manager que j'avais une urgence familiale, et j'ai conduit directement chez Vanessa. Sa voiture était dans l'allée. La maison, l'immense maison coloniale de 5 chambres que mes parents avaient essayé de payer, avait l'air impeccable de l'extérieur, pelouse parfaitement entretenue, peinture fraîche, un monument à son ego. J'ai martelé la porte d'entrée. Comme personne ne répondait, j'ai continué à frapper, frappant le bois lourd avec le côté de mon poing jusqu'à ce que ça fasse mal. Finalement, le peine dormant a cliqué. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, laissant la chaîne engagée. Vanessa a jeté un coup d'œil. Elle avait l'air affreuse. Ses cheveux étaient gras et attachés en un chignon désordonné, et elle portait un t-shirt surdimensionné et taché. L'arrogance du country club avait complètement disparu, remplacée par la panique d'un animal acculé qui sait que les murs se referment. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle marmonné. « Ouvre la porte, Vanessa. » Va-t'en, Sloan. J'ai une migraine. Tu as falsifié ma signature sur une garantie de fournisseur pour la Cormac Printing Company, et je dis, ma voix basse, tremblant de fureur brute. Ouvre cette satanée porte avant que j'appelle la police. Ses yeux se sont agrandis. Elle m'a fixé pendant une seconde, puis a tripoté la chaîne. La porte s'est ouverte en grand. Je suis entré. La maison était en désordre. Des boîtes en carton étaient empilées dans le couloir. Des vêtements de marque étaient éparpillés sur le canapé du salon. On aurait dit qu'elle faisait ses valises. « Qu'est-ce que tu fais » et je demandais en regardant les boîtes. « À ton avis » a-t-elle lancé en croisant les bras. « Je dois vendre la maison. Papa n'a pas pu obtenir le prêt sans toi, alors l'IRS s'installe. Je dois liquider. Je me fiche de la maison. Je me soucie du fait que tu as commis un vol d'identité. » Je me suis avancé vers elle, envahissant son espace. « Tu as donné mon nom et mon lieu de travail à un créancier agressif. Tu as falsifié ma signature. » Vanessa a levé les yeux au ciel, reculant sur la défensive. « Oh, calme-toi. Ce n'était pas un document légal. C'était juste une mise à jour interne de fournisseur.
J'avais besoin de gagner du temps. Il menaçait de se présenter au bureau et de faire une scène. Je lui ai juste dit que ma sœur m'aidait à restructurer ma dette. Ce n'est pas grave. Pas grave. Et je criais. Il menace de me poursuivre en justice. Il pense que je suis une garante financière. Si mon nom est sur une poursuite, je perds mon travail, Vanessa. Tu comprends ça? Je travaille dans la conformité. Eh bien, tu aurais juste dû co-signer le pré-relais. A.T.L. criait en retour, son visage devenant rouge. Si tu nous avais simplement aidé comme papa l'a demandé, rien de tout cela ne se produirait. Tu m'as forcé la main. Tu t'es assise là au brunch et tu m'as humilié. Et puis tu as abandonné cette famille quand nous avions besoin de toi. Je l'ai regardé, véritablement stupéfait par son délire. Je vous ai abandonné? Tu as volé 300 000 $ au gouvernement fédéral. J'ai fait une erreur. A.T.L. hurlait, des larmes de frustration coulant sur ses cils. Je me suis laissé déborder par l'entreprise, et j'ai essayé de réparer, et ça n'a fait qu'empirer. Mais maman et papa allaient m'aider. C'était géré jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche jalouse et mesquine parce que tu ne supportais pas qu'il fasse quelque chose de gentil pour moi. Il virait de l'argent sur un compte saisi, idiote, et je dis, ma voix retombant à un calme mortel. L'IRS aurait tout pris. Je les ai sauvés de tout perdre. Ils s'en seraient sortis, A.T.L. rétorquait. Mais non, il fallait que tu joues les héros et maintenant je perds ma maison. Je pourrais aller en prison. Es-tu heureuse maintenant, Sloan? C'est ce que tu voulais. Je veux que tu appelles Cormac tout de suite, et je dis. Je veux que tu l'appelles sur haut-parleur, que tu lui dises que je n'ai rien à voir avec ta dette, et que tu avoues que tu as falsifié le document. Vanessa a laissé échapper un rire sombre et moqueur. Je ne ferai pas ça. Si j'admets l'avoir falsifié, il me poursuivra certainement en justice. Il te poursuit de toute façon. Alors il peut nous poursuivre toutes les deux, a-t-elle dit, sa voix devenant froide et vicieuse. Tu voulais tellement t'impliquer dans mes finances au brunch. Félicitations, tu es impliqué. À moins que tu ne veuilles lui payer les 60 000 que je lui dois pour le faire partir. Tu as un crédit parfait, non? Tu peux te le permettre. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Sous les cheveux en désordre et les larmes, il y avait un noyau d'égoïsme pur et non dilué que j'avais toujours senti, mais que je n'avais jamais pleinement vu à la lumière. Elle n'était pas désolée. Elle était juste en colère de s'être fait prendre. Et elle était parfaitement disposée à m'entraîner au fond de l'océan avec elle si cela signifiait qu'elle pouvait respirer une seconde de plus. Je vais à la police, et je dis doucement. Je vais déposer une plainte pour vol d'identité et fraude. Je leur remettrai moi-même tes documents falsifiés. Vanessa a légèrement pâli, mais elle a relevé le menton. Vaille. Tu penses que maman et papa te parleront encore si tu me mets en prison? Ils te reprochent déjà que l'IRS l'ait découvert. L'IRS le savait déjà, Vanessa. Ils s'en fichent, a-t-elle ricané. Pour eux, c'est toi qui as tout gâché. Si tu déposes une plainte contre moi, tu seras morte pour eux. Ils sont déjà morts pour moi, et je dis. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée. Le temps que je retourne à ma voiture, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Je me suis assis sur le siège du conducteur, fixant aveuglément le volant, essayant de déterminer mon prochain mouvement. Déposer une plainte contre ma propre sœur ferait exploser ce qui restait de ma famille. Mais si je ne le faisais pas, Cormac allait intenter une action civile qui détruirait ma carrière. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un texto d'un numéro non enregistré. Sloan, c'est Holt, le jury comptable. Votre père m'a demandé de ne pas vous contacter, mais il y a quelque chose que vous devez voir. Pouvez-vous me retrouver au dîner sur la 4e rue dans 20 minutes? C'est concernant la ligne de crédit sur la maison de vos parents. Mon estomac s'est tordu en un nœud serré et angoissant. La ligne de crédit sur la maison de mes parents. Papa a dit qu'il ne pouvait pas obtenir de prêt. Papa a dit que son crédit était fichu. J'ai répondu par un seul mot. Oui. J'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné de la maison de Vanessa. Le ciel au-dessus de ma tête devenait gris, lourd d'une pluie imminente. Je ne savais pas ce que Holt avait trouvé, mais la peur froide qui s'installait dans ma poitrine me disait que la pourriture dans ma famille était bien,
bien plus profonde qu'une seule facture d'impôt impayée. Et j'étais sur le point de découvrir exactement à quel point ils étaient prêts à sacrifier pour maintenir les mensonges de Vanessa en vie. Le dîner de la 4e rue était l'un de ces endroits qui sentaient en permanence le pain grillé brûlé et le nettoyant pour sol industriel. Il était pratiquement vide quand je suis entré, juste quelques camionneurs au comptoir et une serveuse qui essuyait la vitrine à tarte. Holt était assis dans une banquette d'angle au fond. Il avait une tasse de café noir devant lui et un épais dossier manille posé sur la table en formica rouge délavé. Il avait enlevé sa cravate et sous les dures lumières fluorescentes, il ne ressemblait pas à un jury comptable cher. Il ressemblait juste à un homme fatigué confronté à un désordre qu'il ne pouvait pas réparer. J'ai glissé dans la banquette en face de lui. Je n'ai pas enlevé mon manteau. J'ai 20 minutes, et je dis. Et si c'est une tentative détournée de mon père pour me culpabiliser de signer ce pré-relais, vous pouvez garder le café et je repartirai tout de suite. Holt n'a pas bronché. Il a pris sa tasse, a bu une gorgée et l'a reposée précisément au centre d'une auréole d'eau. Votre père ne sait pas que je suis ici. S'il le savait, il me virerait probablement, ce qui à ce stade pourrait être un soulagement. Je l'ai dévisagé. Alors pourquoi m'avez-vous envoyé un texto? Holt a ouvert le dossier manille. Il n'a pas sorti une pile massive de relevés financiers ou de déclarations de revenus. Il a sorti une seule feuille de papier recto verso. Cela ressemblait à un formulaire standard du gouvernement de l'État estampillé en haut d'un seau bleu. Il l'a poussé sur la table vers moi. Jetez un œil à la structure de propriété de la SARL de Vanessa, a-t-il dit doucement. Plus précisément, le dépôt initial d'il y a 4 ans. J'ai baissé les yeux sur le papier. C'étaient les statuts de son agence de marketing. J'ai survolé les informations sur l'agent enregistré et l'adresse de l'entreprise. J'ai atteint la section listant les membres dirigeants. Il y avait 2 noms. Le nom de Vanessa était le premier, détenant 51% des parts. Juste en dessous, détenant les 49% restants, se trouvait le nom de mon père et sa signature. Je l'ai lu 3 fois. Les mots ont commencé à se brouiller. Ma poitrine s'est serrée comme si l'air du dîner avait soudainement été aspiré dans un vide. Je ne comprends pas, et je murmurais. Papa est un associé silencieux. Il est le principal bailleur de fonds, a corrigé Holt, sa voix plate. Quand Vanessa a voulu lancer cette agence, elle n'a pas pu obtenir de prêt commercial. Elle n'avait aucun actif et un très mauvais historique de crédit. Votre père a co-signé les prêts commerciaux initiaux et en échange, elle l'a mis sur la SARL en tant que propriétaire à 49%. Il m'a dit que c'était juste une formalité. Il a dit qu'il n'avait jamais regardé les livres, jamais pris de distribution et l'avait juste laissé gérer l'affaire. Mais il est propriétaire, et je dis. La réalité du document s'enfonçant dans mon cerveau comme une pierre dans un lac gelé. Sur le papier, il possède la moitié de l'entreprise. Ce qui nous amène à l'IRS, a dit Holt. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. J'ai mentionné cela chez vos parents, mais je dois m'assurer que vous comprenez vraiment les mécanismes de ce que votre sœur a fait. Elle n'a pas seulement omis de payer l'impôt sur les sociétés. Elle a retenu les charges sociales sur les chèques de ses employés, la sécurité sociale, Medicare, l'impôt fédéral sur le revenu, et elle a gardé l'argent. Aux yeux du gouvernement fédéral, ce n'est pas une dette fiscale. C'est du vol. Je sais que vous avez dit qu'ils allaient engager des poursuites pénales. Contre les parties responsables, a dit Holt, insistant sur les 2 derniers mots. L'IRS applique quelque chose appelé la pénalité de recouvrement des fonds en fiducie. Elle perce le voile corporatif. Peu importe que l'entreprise soit une SARL. L'IRS poursuivra quiconque avait la propriété, le pouvoir de signature ou le contrôle sur les finances. Ils évaluent la pénalité personnellement. J'ai levé les yeux du papier, regardant dans les yeux fatigués de Holt. Le sentiment de malaise tordant mon estomac s'est développé, se transformant en un lourd bloc de glace. Ils ne poursuivent pas seulement Vanessa, et je dis. Non, a dit Holt doucement. L'IRS a déjà évalué la pénalité de 312 500 $ contre 2, solidairement et conjointement responsables. Si Vanessa ne peut pas la payer, il se tourne vers votre père. Et votre père ne l'a pas. Je me suis adossé contre la banquette en vinyle. Le revêtement craquelé me rentrait dans les épaules. Soudain, le brunch au country club prenait un sens parfait et terrifiant. Papa ne remboursait pas l'hypothèque de Vanessa par un sentiment mal avisé de générosité parentale.
il essayait de liquider son propre argent, de le déverser dans la maison de Vanessa pour effacer son hypothèque afin qu'elle puisse immédiatement contracter un énorme prêt sur valeur domiciliaire sur la propriété libre et nette pour payer l'IRS avant que les fédéraux ne gèlent ses propres comptes bancaires. Il essayait de blanchir ses économies de retraite à travers sa maison pour se sauver. Et quand j'ai sonné l'alarme au brunch et arrêté le virement, je n'ai pas seulement ruiné le plan de Vanessa. J'ai condamné mon père. C'est pourquoi il avait besoin du prêt relais, et je dis, ma voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des réfrigérateurs du dîner. C'est pourquoi il me suppliait de co-signer pour 200 000 $. Ce n'était pas pour la sauver de la prison. C'était pour empêcher l'IRS de saisir ses comptes de retraite, sa maison. Il est terrifié, a dit Holt. Il fait face à des privilèges fiscaux fédéraux sur tout ce qu'il possède. Il risque de perdre sa pension. La ligne de crédit sur la maison de vos parents est déjà au maximum. Il a contracté une deuxième hypothèque il y a 3 semaines auprès d'un prêteur privé à un taux d'intérêt de 14% juste pour empêcher son propre compte courant d'être saisi. Si l'IRS procède à la saisie des actifs, vos parents seront sans abri d'ici la fin de l'année. J'ai de nouveau regardé le morceau de papier, la signature en bas. L'écriture de mon père. Nette, confiante, complètement aveugle à la bombe qu'il attachait à sa propre poitrine. Pourquoi me dites-vous ça? Et je demandai en regardant Holt. Vous le représentez. Est-ce que cela ne viole pas une sorte de confidentialité? Holt a laissé échapper une lente et lourde respiration. Je représente la SARL, techniquement, ce qui signifie que je représente le désordre. Et je vous dis ça parce que j'ai reçu un appel téléphonique il y a 1 heure d'un fournisseur très en colère nommé Cormac. Mon cœur a martelé un rythme effréné contre mes côtes. Cormac m'a transféré le formulaire de mise à jour du fournisseur que votre sœur a soumis, a poursuivi Holt, ses yeux se fixant sur les miens. Celui avec votre signature falsifiée, vous listant comme garante. Je ne l'ai pas signé, et je dis instantanément. L'instinct de défense prenant le dessus. Je n'avais aucune idée qu'elle avait fait ça. Je l'ai appris aujourd'hui. Je vous crois, a dit Holt. L'empreinte financière de Vanessa est un désastre de fraude et de désespoir. Je n'ai aucun doute qu'elle l'a falsifié pour gagner quelques semaines. Mais Cormac s'en fiche. Il a perdu 60 000 $. Il m'a dit qu'il intentait une action civile vendredi, et qu'il nommait la SARL, Vanessa, votre père, et vous. J'ai fermé les yeux. Le mal de tête qui couvait depuis que j'avais quitté la maison de Vanessa a finalement éclaté derrière mes tempes. Voici la réalité de votre situation, Sloan, a dit Holt, son ton passant d'informatif à urgent. Si Cormac intente cette action, cela devient un document public. Si vous voulez faire retirer votre nom, vous devez déposer une plainte à la police pour vol d'identité contre votre sœur. Vous devez prouver qu'elle l'a falsifié. Mais si vous déposez cette plainte, vous déclenchez une enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Vanessa. Il a fait une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer sur la table. Une fois que la police locale commencera à consulter les dossiers de la SARL, l'IRS sera notifié de l'enquête active pour fraude. L'agent du fisc assigné au dossier de votre père arrêtera de négocier. Ils mettront fin à tout accord de paiement échelonné potentiel. Ils procéderont immédiatement à la saisie de tous les actifs. Votre sœur ira en prison, oui, mais votre père perdra tout. La maison, les voitures, les économies. Ils gèleront ses comptes le jour où la plainte sera déposée. Je suis resté parfaitement immobile. Le dîner autour de moi s'est estompé en un brouillard de bruit blanc terne et sans signification. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire un pare-feu entre moi et le chaos financier de ma famille. J'ai payé mes propres études. J'ai loué un appartement que je pouvais me permettre. J'ai conduit une voiture pratique. J'ai construit une carrière dans la conformité des risques spécifiquement parce que j'aspirais à l'ordre, aux règles et aux conséquences. Et maintenant, Vanessa avait tout contourné. Elle m'avait traîné par-dessus le mur. Si je ne dépose pas la plainte, et je dis, ma voix étrangement calme. Cormac me poursuit. Mon service de conformité signale le procès. Je suis suspendu de mon travail en attendant une enquête sur mon implication dans une dette commerciale frauduleuse. Je perds mon habilitation. Je perds mon revenu. Holt n'a pas hoché la tête, mais son silence l'a confirmé. Donc, mon choix, et je dis, traçant le bord du dossier manie avec mon index, est de laisser ma sœur détruire ma carrière pour protéger mon père, ou je me protège,
et je suis celui qui appuie sur la gâchette de la ruine financière de mes parents. Votre père m'a demandé de m'occuper de Cormac, a dit Holt doucement. Il m'a demandé de négocier un règlement à l'amiable pour garder votre nom propre. Mais j'ai regardé ses comptes aujourd'hui, Sloan. Il n'a pas les 60 000 $ pour payer Cormac. Il n'a même pas 6 000. Il est complètement, totalement à sec. Holt a glissé le document de propriété dans le dossier et l'a fermé. Je suis désolé, a dit Holt. Je suis un homme de chiffres. Je répare les grands livres. Je négocie avec les auditeurs, mais je ne peux pas réparer ça. Je pensais juste que vous méritiez de savoir exactement quels étaient les enjeux avant vendredi. Il s'est levé, laissant un billet de 5 $ sur la table pour le café. Il n'a pas tendu la main. Il m'a juste fait un signe de tête serrée et sympathique et est sorti du dîner, la cloche au-dessus de la porte tintant joyeusement derrière lui. Je suis resté assis dans la banquette pendant un long moment. La serveuse est passée et m'a demandé si je voulais commander quelque chose. J'ai commandé un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, regardant le trafic passer sur la 4e rue à travers la fenêtre graisseuse. Quand j'ai finalement quitté le dîner, il faisait complètement noir dehors. La pluie imminente avait commencé à tomber, une bruine froide et misérable qui recouvrait le pare-brise de ma voiture. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes, et je suis resté assis là, le moteur éteint. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop en colère pour pleurer. Mon père s'était assis à cette table de salle à manger, m'avait regardé dans les yeux, et m'avait accusé d'abandonner la famille. Il m'a dit que j'étais égoïste. Il a essayé de me culpabiliser pour que je signe un prêt de 200 000 $, prétendant que c'était le seul moyen de sauver ma sœur. Il n'a jamais mentionné qu'il était propriétaire. Il n'a jamais mentionné que l'IRS venait le chercher. Lui aussi, il était prêt à m'ancrer à un navire en perdition juste pour s'acheter quelques mois de répit. J'ai démarré la voiture et suis rentré chez moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis sur mon canapé avec mon ordinateur portable, fixant l'écran blanc, faisant tourner les permutations dans ma tête. Il n'y avait pas de sortie propre. Il n'y avait pas de troisième option magique où tout le monde s'en sortait indemne. À 7 heures du matin, j'ai pris une douche, mis un costume, et suis allé au travail. L'entreprise de logistique pour laquelle je travaillais occupait 3 étages d'un élégant bâtiment à la façade de verre au centre-ville. Habituellement, j'aimais l'énergie stérile et prévisible du bureau. Aujourd'hui, les tourniquets de sécurité et les lecteurs de cartes magnétiques ressemblaient juste à des pièges attendant de se refermer. Je ne suis pas allé à mon bureau. Je suis allé directement au bureau d'angle au bout du couloir. Marin était ma directrice de département. C'était une femme brillante et farouchement pragmatique à la fin de la quarantaine qui m'avait encadré ces 3 dernières années. Elle ne tolérait pas les imbéciles et elle avait une tolérance zéro pour la responsabilité. Elle était déjà à son bureau, examinant une feuille de calcul sur son moniteur, une tasse de thé vert fumant à côté de son clavier. J'ai frappé au cadre de la porte ouverte. Marin a levé les yeux, ajustant ses lunettes à monture métallique. « Sloan, tu es là de bonne heure. Je pensais que tu révisais les contrats des fournisseurs ce matin. Je dois divulguer un problème de responsabilité personnelle, et je dis. » Les doigts de Marin ont cessé de taper. Son expression est passée instantanément de décontractée à une évaluation professionnelle. Elle a fermé la feuille de calcul et a montré la chaise en face de son bureau. Ferme la porte. J'ai fermé la lourde porte en verre, nous isolant dans le bureau insonorisé. Je me suis assis sur la chaise, gardant ma posture rigide, essayant de projeter un calme que je ne ressentais absolument pas. « Explique-moi » a dit Marin en tirant un bloc-notes vierge vers elle. Je n'ai pas adouci les choses. Je n'ai pas cherché d'excuses pour ma famille. Je lui ai donné les faits, propres et précis. Je lui ai parlé de l'entreprise de ma sœur, des charges sociales impayées, du privilège fédéral et du fournisseur désespéré nommé Cormac. Finalement, je lui ai parlé du document falsifié me listant comme garante. Marin a écouté sans interrompre. Elle a écrit 3 choses sur son bloc-notes. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé. Ce fournisseur a-t-il le document falsifié en sa possession? A-t-elle demandé. Oui. Il a menacé de déposer une plainte civile en me nommant vendredi si la dette n'est pas réglée. Avez-vous déjà signé quoi que ce soit en rapport avec l'entreprise de votre sœur? Une signature de témoin? Une référence de caractère?
Un bordereau de dépôt bancaire? Rien. J'ai des finances complètement séparées. Je ne connaissais même pas le nom de son fournisseur d'imprimerie jusqu'à ce qu'il m'appelle sur mon portable hier. Marin a hoché la tête lentement. Elle s'est adossée à sa chaise, joignant ses doigts. Vous avez bien fait de venir me voir en premier, Sloan. Si cela avait été rendu public et que les RH l'avaient trouvé lors d'un contrôle de routine, vous auriez été licencié pour faute grave dès lundi après-midi. Nous traitons des données financières sensibles pour des entrepreneurs fédéraux. Nous ne pouvons pas avoir une analyste principale des risques nommée dans un procès pour fraude commerciale. Je sais, et je dis. C'est pourquoi je suis ici. Je veux anticiper. Il n'y a qu'une seule façon d'anticiper, a dit Marin, sa voix totalement dénuée d'émotion. Vous êtes victime d'un vol d'identité. L'auteur se trouve être votre sœur, ce qui est malheureux mais juridiquement non pertinent. Vous devez déposer une plainte officielle à la police pour fraude et contrefaçon. Je sais. Vous devez la déposer aujourd'hui, a poursuivi Marin en se penchant de nouveau en avant. Vous prendrez ce rapport de police et vous en enverrez une copie par email à ce fournisseur, Cormac. Vous l'informerez que s'il vous nomme dans une action civile, vous contre-attaquerez pour dommages et intérêts et frais de justice en utilisant le rapport de police comme preuve principale. Cela le forcera à vous retirer du dossier. J'ai dégluti difficilement. D'accord. Ensuite, a dit Marin, ses yeux se fixant sur les miens. Vous apporterez une copie certifiée de ce rapport de police au RH. Jusqu'à ce que vous le fassiez, je dois suspendre votre accès à nos fichiers clients de niveau 1. C'est la politique de l'entreprise concernant les litiges financiers en cours. La panique m'a envahi la poitrine. Marin, j'ai 3 audits massifs à rendre la semaine prochaine. Si vous gelez mon accès. Je n'ai pas le choix, Sloan, a-t-elle interrompu doucement mais fermement. Vous êtes actuellement exposé à une dette frauduleuse de 60 000 $. Je sais que vous ne l'avez pas signé. Vous savez que vous ne l'avez pas signé. Mais tant que vous ne fournissez pas à l'entreprise une documentation légale prouvant que vous poursuivez activement des accusations criminelles contre la personne qui a falsifié votre nom, vous êtes un risque de responsabilité. Elle a vérifié sa montre. Il était 8h15. Vous avez jusqu'à 17h aujourd'hui pour me remettre ce rapport de police, a dit Marin. Si je ne l'ai pas à la fin de la journée, je dois vous suspendre formellement sans solde en attendant la résolution du procès du fournisseur. Et franchement, étant donné les implications fiscales fédérales impliquant l'entreprise de votre sœur, une suspension pourrait facilement se transformer en un licenciement si l'IRS commence à creuser dans ses associés. J'ai regardé son bloc-notes vierge. Il n'y avait aucune méchanceté dans la voix de Marin. Elle faisait juste son travail. Elle protégeait l'entreprise exactement comme elle m'avait formé à protéger l'entreprise. Je comprends, et je dis en me levant. Sloan, a appelé Marin alors que j'atteignais la poignée de porte. Je me suis retourné. Ne laissez pas votre famille vous entraîner vers le bas, a-t-elle dit doucement. Déposez la plainte. Je suis sorti de son bureau, suis allé à mon poste, et j'ai rangé mon ordinateur portable dans mon sac. Je n'ai parlé à personne. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au parking, suis monté dans ma voiture, et suis parti dans le trafic du matin. Je savais où se trouvait le poste de police local. C'était un bâtiment brutaliste en béton à environ 4 miles du bureau. J'ai respecté la limitation de vitesse. Je me suis arrêté à chaque feu orange. J'ai serré le volant si fort que mes jointures me faisaient mal, mon cerveau tournant en boucle sur l'avertissement de Holt. L'IRS procédera immédiatement à la saisie de tous les actifs. Votre père perdra tout. Je me suis garé sur le parking des visiteurs du poste de police. J'ai coupé le moteur. La pluie avait cessé, laissant l'asphalte glissant et réfléchissant sous le ciel gris. J'ai attrapé la poignée de porte. Mon téléphone a commencé à sonner dans le porte-gobelet. J'ai baissé les yeux. C'était maman. J'avais bloqué son numéro, mais elle appelait du téléphone de mon père. J'ai fixé l'écran pendant qu'il vibrait, la vibration cliquetant contre la console en plastique. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû sortir de la voiture, monter ses marches en béton, et remplir les papiers. Mais j'ai répondu. Sloan, la voix de maman était frénétique, essoufflée. Dieu merci. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis occupé, maman, et je dis, fixant l'entrée du poste de police.
Vanessa vient de m'appeler, a pleuré maman, sa voix se brisant. Elle a dit que tu es venu chez elle hier. Elle a dit que tu as menacé d'aller à la police pour un contrat de fournisseur. Elle a falsifié ma signature sur une garantie financière, et je dis froidement. Elle a commis un vol d'identité. Elle a fait une erreur. Appelez des mamans. Elle avait juste peur. Sloan, tu ne peux pas aller à la police. Si tu déposes une plainte, ils l'arrêteront. C'est ta sœur. Elle est terrifiée. Elle n'a pas dormi depuis des jours. Elle parle de faire quelque chose de radical. La manipulation était si incroyablement transparente, et pourtant, elle a quand même fait monter ma tension artérielle. Elle ne va rien faire de radical, maman. Elle te manipule comme elle le fait toujours. S'il te plaît, a supplié maman, et je pouvais entendre un désespoir authentique et sincère dans sa voix. Nous pouvons arranger ça. Papa parle à la banque aujourd'hui. Il va trouver un moyen d'obtenir l'argent pour payer ce fournisseur. Donne-nous juste quelques jours. Ne va simplement pas à la police. J'ai fermé les yeux. Le poids pur et stupéfiant du mensonge dans lequel il vivait m'a écrasé. Papa n'a pas l'argent, et je dis doucement. Il cherche une solution, a insisté maman. Il a des investissements qu'il peut déplacer. Nous allons nous en occuper. Tu dois juste attendre. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le mur de béton du poste de police. Maman ne savait pas. Papa ne lui avait pas dit. Il ne lui avait pas parlé des 49% de propriété. Il ne lui avait pas parlé de la pénalité de recouvrement des fonds en fiducie de l'IRS. Il ne lui avait pas dit que la deuxième hypothèque qu'il avait contractée sur leur maison la semaine dernière était un prêt prédateur d'argent dur juste pour empêcher son propre compte courant d'être saisi. Elle pensait que tout cela ne concernait que Vanessa. Elle n'avait absolument aucune idée que son mari se tenait sur une trappe et que si j'entrais dans ce bâtiment, c'est moi qui tirais le levier. J'ai pris une respiration lente et profonde, l'air vicié de ma voiture ne faisant rien pour calmer mon pouls qui s'emballait. Maman, et je dis, en gardant ma voix aussi plate et égale que possible. Où est papa en ce moment? Il est à la banque, a-t-elle dit, son ton défensif mais frénétique. Je t'ai dit qu'il parlait à son agent de prêt. Il travaille dessus. Il n'est pas à une banque commerciale, maman. Aucune banque ne va lui accorder de prêt. Son crédit est détruit. Ce n'est pas vrai, a-t-elle lancé. Nous avons beaucoup de valeur nette dans la maison. Ton père a dit. Papa a pris une deuxième hypothèque il y a 3 semaines, et je interrompu. Il est passé par un prêteur d'argent dur. 14% d'intérêt. T'a-t-il dit ça? La ligne est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre le faible bourdonnement creux de la connexion cellulaire. De quoi parles-tu? A-t-elle murmuré. Nous n'avons pas de deuxième hypothèque. Je n'ai rien signé. Il a dû trouver un moyen de contourner ça. Ou il a falsifié ta signature, tout comme Vanessa a falsifié la mienne, et je dis. La réalité amère du manque total de limites de ma famille m'envahissant. Maman, écoute-moi. Papa ne renfloue pas Vanessa. Il essaie de se sauver. Quand elle a formé la SARL il y a 4 ans, elle a fait de lui un propriétaire à 49%. Il est solidairement responsable des charges sociales manquantes. L'IRS ne saisit pas seulement la maison de Vanessa. Ils viennent aussi pour la vôtre. Non, a dit maman. C'était un son petit, essoufflé. Non, c'est un mensonge. Tu es juste en colère. Tu inventes ça parce que tu es jalouse d'elle. J'ai vu les documents de formation ce matin, et je dis. Holt me les a montrés. L'IRS a déjà évalué une pénalité de recouvrement de fonds en fiducie contre papa pour 312 000 $. Si je n'entre pas dans ce poste de police tout de suite, Cormac va me poursuivre pour 60 000 $ et je perdrai mon emploi. Je ne vais pas perdre ma carrière pour une famille qui me ment et me vole. Sloan, s'il te plaît. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas bloqué son numéro cette fois-ci. J'ai juste éteint complètement le téléphone, l'ai fourré dans la poche de mon manteau et j'ai ouvert la portière de ma voiture. La montée des marches en béton jusqu'au poste de police, c'était comme marcher sous l'eau. Chaque pas était lourd. L'air dans le hall sentait la laine mouillée et la cire à parquet. Je me suis approché de la épaisse vitre en plexiglas à la réception. Un sergent de bureau a à peine levé les yeux de son moniteur.
Je dois déposer une plainte pour vol d'identité et fraude financière, et je dis. Cela a pris 2 heures. Le processus bureaucratique pour transformer votre propre sœur en suspect fédéral est incroyablement fastidieux. Je me suis assis dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre avec un détective ennuyé nommé Miller. J'ai remis une copie imprimée de la garantie du fournisseur avec ma signature falsifiée. Je lui ai donné le nom complet de Vanessa, son adresse personnelle, son adresse professionnelle et les coordonnées de Cormac. Miller m'a demandé 2 fois si j'étais sûr de vouloir continuer, notant le nom de famille partagé. J'en suis sûr, et je dis. Quand je suis sorti du commissariat, j'avais une copie certifiée conforme du rapport de police dans une enveloppe manille. Je me suis assis dans ma voiture, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai utilisé une application de scanner pour créer un PDF haute résolution. J'ai rédigé un email à Cormac sur mon téléphone. Cormac, 6 juin le rapport de police officiel pour vol d'identité et fraude déposé ce matin contre Vanessa concernant la garantie de fournisseur falsifiée. Comme je l'ai déclaré hier, je n'ai aucun lien juridique ou financier avec son entreprise. Si vous me nommez dans votre action civile vendredi, je déposerai immédiatement une contre-plainte pour dommages et intérêts, frais de justice et harcèlement en utilisant ce rapport comme preuve principale. Adressez toute communication ultérieure concernant cette affaire au service de police ou à votre propre conseiller juridique. J'ai appuyé sur Envoyer. Puis j'ai transféré le même PDF à Marin à mon bureau. Le temps que je retourne à l'entreprise de logistique, il était un peu plus de midi. Je suis allé directement au bureau de Marin. Elle était en conférence téléphonique, mais elle m'a vu à travers la vitre, a mis son casque en sourdine et m'a fait signe d'entrer. Vérifiez vos emails, et je dis, debout dans l'embrasure de la porte. Elle a cliqué sur sa boîte de réception, a ouvert le PDF et a scanné le sceau officiel de la police et la signature du détective. Elle m'a fait un seul signe de tête sec. Bien, a dit Marin. Votre accès au fichier de niveau 1 reste actif. Les RH n'auront pas besoin de voir cela à moins que le fournisseur ne dépose effectivement la plainte et que votre nom soit inclus par erreur. Retournez au travail, Sloan. Vous avez protégé l'entreprise et vous vous êtes protégé. Je suis retourné à mon bureau. J'ai bu 3 tasses de café noir. J'ai fixé des feuilles de calcul et des modèles d'évaluation des risques jusqu'à ce que les chiffres commencent à nager devant mes yeux. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de texto de maman, pas de messages vocaux furieux de papa, rien de Vanessa. Le silence était plus lourd que les cris ne l'auraient été. À 16h45, un email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Il provenait de Cormac. Rapport reçu. Mon avocat retire votre nom du dossier. Mais je transmets ce rapport de police au bureau du procureur général de l'État. Ils ont une division spécifiquement pour la fraude commerciale. Votre sœur va tomber et quiconque l'a aidé à cacher l'argent va tomber avec elle. J'ai fermé mon ordinateur portable. C'était fait. Les dominos tombaient et je m'étais officiellement écarté du chemin. Je suis allé directement chez mes parents après le travail. Je ne voulais pas y aller, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher dans mon appartement. La bombe que j'avais lâchée sur ma mère au téléphone devait être abordée, et je devais regarder mon père dans les yeux et lui dire que je savais exactement quel lâche il était. La voiture de papa était dans l'allée quand je suis arrivé. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré dans le hall. La maison était d'un silence de mort. Je suis entré dans le salon et je les ai trouvés tous les deux assis sur le canapé sectionnel beige. La télévision était éteinte. La seule lumière provenait du soleil couchant qui filtrait à travers les stores. Maman a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient gonflés, son visage marbré et pâle. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans depuis le matin. Elle serrait une pile de papier sur ses genoux. Papa fixait la cheminée éteinte, la mâchoire serrée, sa posture rigide. « Tu l'as fait alors ?» a dit papa. Il ne m'a pas regardé. Sa voix était creuse, dépouillée de toute l'autorité patriarcale qu'il maniait habituellement comme une arme. Holt m'a appelé. Il a dit que l'agent du fisc assigné à mon cas venait d'être informé d'une enquête criminelle active pour fraude impliquant la SARL. Ils ont retiré notre accord de paiement échelonné de la table. C'est fini. Je devais protéger mon travail, et je dis, debout au centre de la pièce, refusant de m'asseoir. Vanessa a falsifié ma signature. Cormac allait me poursuivre. Si tu m'avais juste dit la vérité au brunch, peut-être que nous aurions pu trouver un moyen de sortir de ça sans brûler toute la maison.
Papa s'est finalement tourné pour me regarder. Ses yeux étaient froids, brûlants de ressentiment. Je t'ai demandé un prêt relais. 200 000 tu aurais pu le signer. Tu aurais pu payer Cormac et garder l'IRS content. Tu m'as demandé de prendre une dette d'250 000 $ pour une entreprise que tu savais en train de s'effondrer sous des pénalités fédérales, et je rétorquai. Tu m'as utilisé, papa. Tu as essayé d'utiliser mon crédit pour blanchir tes propres erreurs. Tu n'as même pas eu la décence de dire à maman ce que tu faisais. Maman a laissé échapper un sanglot étouffé. Elle a soulevé les papiers sur ses genoux. C'étaient les documents de prêt du prêteur d'argent dur. Il a falsifié ma signature, a dit maman, sa voix tremblant violemment. Elle a regardé papa comme s'il était un étranger qui s'était introduit chez elle. La deuxième hypothèque, celle dont tu m'as parlé au téléphone. J'ai fouillé son classeur après que tu aies raccroché. J'ai trouvé le contrat. Il a signé mon nom. Il a mis en jeu notre maison, la maison que nous avons remboursée il y a 5 ans, à une société de capital investissement en ville. J'ai regardé papa. Est-ce que c'est vrai? J'essayais de réparer les choses. A crié papa, se levant soudainement, son visage devenant rouge foncé. J'essayais de protéger cette famille. Vanessa est venue me voir en pleurant, disant qu'elle était en retard sur les salaires. Je ne savais pas qu'elle volait les retenues d'impôts. Je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à ce que l'IRS envoie l'avis de prélèvement. Si je n'avais pas pris ce prêt privé, ils auraient gelé ma pension. Alors, tu as volé maman? Et je demandais. Tu as risqué sa maison. C'est ma maison aussi. A-t-il rugi. Je l'ai payée. J'ai travaillé pendant 35 ans pour construire cette vie, et je n'allais pas laisser une pénalité fiscale bureaucratique tout emporter. J'avais juste besoin de temps. Tu n'as plus de temps, et je dis. Cormac va voir le procureur général. L'État va aussi enquêter sur la SARL maintenant. Entre l'État et l'IRS, ils vont éplucher chaque compte bancaire lié à cette entreprise. Papa s'est affalé sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Nous allons perdre la maison, a murmuré maman, laissant tomber les documents de prêt sur la table basse. Ils se sont éparpillés sur la surface en verre. Le taux d'intérêt de ce prêt privé est de 14%. Le paiement mensuel est de près de 6 000 $. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et si l'IRS gèle vos comptes, nous ne pouvons pas le payer du tout. La société de capital investissement saisira. Je déclarerai faillite, marmonna papa dans ses mains. Je déposerai un chapitre 13. Ça mettra un sursis sur la saisie. On ne peut pas se décharger d'une pénalité de recouvrement de fonds en fiducie en cas de faillite, papa, et je dis doucement, répétant exactement ce que Holt m'avait dit. La dette de l'IRS survit. Ils prendront tout ce qui vous reste. La pièce est tombée dans un silence suffocant. J'ai regardé les deux personnes qui m'avaient élevé. Les personnes qui, il y a quelques semaines à peine, s'étaient assises sur un patio de country club et m'avaient traité comme une obligation agaçante pendant qu'elles tendaient à ma sœur les clés de leur royaume. Maintenant, le royaume brûlait et il s'était enfermé à l'intérieur. Où est-elle? Et je demandais. Où est Vanessa? Papa a baissé les mains. Il a levé les yeux vers moi et pour la première fois, j'ai vu une peur authentique dans ses yeux. Pas seulement la panique de l'argent, mais une terreur profonde et primale. Elle est partie, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. Partie où? Elle a fait ses bagages dans sa voiture cet après-midi, a dit maman, essuyant une larme de sa joue. Elle est passée ici. Elle n'a même pas voulu entrer. Elle est juste restée sur le porche et a crié sur ton père. Lui a crié dessus pourquoi? Il lui a tout donné. Papa a laissé échapper un rire sec et amer qui ressemblait plus à une toux. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, regardant les documents de prêt éparpillés sur la table. Elle a engagé un avocat, a dit papa doucement. Un avocat de la défense pénale spécialisé en droit fiscal fédéral. Elle lui a versé une provision de 50 000 $. Où a-t-elle trouvé 50 000 $? Et je demandais, l'estomac noué. Ses comptes sont gelés. La maison a un privilège fédéral dessus. Elle a vendu son inventaire, a dit papa. Le matériel photo haut de gamme, les ordinateurs, les serveurs qu'elle a achetés pour l'agence. Elle a tout liquidé en espèces sur le marché secondaire au cours des 3 derniers jours. Complètement au noir.
D'accord, et je dis en essayant de suivre la logique. Elle a obtenu de l'argent pour engager un avocat. Que fait l'avocat? Papa a levé les yeux vers moi, ses yeux morts et vitreux. Il a envoyé une déclaration officielle à l'agent du fisc ce matin, a dit papa. Vanessa prétend que j'étais l'associé gérant de la SARL. Elle prétend que je contrôlais toutes les finances, que j'ai autorisé le vol des retenues sur salaire, et qu'elle n'était qu'une figure de pro. Elle demande formellement que l'IRS transfère 100% de la pénalité de recouvrement des fonds en fiducie sur moi. Je l'ai dévisagé. La sociopathie pure de la chose me coupant le souffle. Elle se retourne contre son propre père, a murmuré maman, sa voix se brisant complètement. Elle lui a dit qu'elle le faisait pour éviter la prison. Elle a dit que parce qu'il est plus âgé, un juge pourrait lui donner une assignation à résidence au lieu d'une peine fédérale. Vanessa ne laissait pas seulement le navire couler. Elle avait attaché notre père à l'ancre et l'avait jeté par-dessus bord pour pouvoir voler le seul radeau de sauvetage. Avant que je puisse même traiter ce que cela signifiait pour mes parents, la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie polie et standard. C'était 3 sonneries sèches et agressives. Papa n'a pas bougé. Maman a sursauté. Je suis sorti du salon et suis entré dans le hall. J'ai regardé à travers le judas. Sur le porche se tenait un homme dans un costume gris bon marché tenant une épaisse enveloppe manille. Il avait l'air de s'ennuyer, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Garé sur le trottoir derrière lui se trouvait une berline blanche banale. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte. Richard Callaway, a demandé l'homme en regardant un presse-papier dans sa main. Il n'est pas disponible, et je dis en bloquant l'entrée. Je suis sa fille. Puis-je vous aider? L'homme n'a pas discuté. Il a juste tendu l'enveloppe. Vous pouvez lui donner ça, a dit l'homme. Apex Capital Partners a engagé des procédures de saisie accélérée en raison d'une rupture de contrat concernant le privilège fiscal fédéral attaché à cette propriété. Il a 48 heures pour quitter les lieux où le département du shérif exécutera un ordre d'expulsion. Il a poussé l'enveloppe dans mes mains, s'est retourné et a redescendu l'allée. L'enveloppe était lourde dans ma main, épaisse de ce genre de finalité juridique qui vous glace le sang. Je n'ai pas regardé papa. Je n'ai pas regardé maman. Je suis simplement retourné dans l'air frais du soir, les laissant à leur ruine silencieuse et suffocante. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je ne voulais pas voir le moment où la prise de conscience les saisirait pleinement. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ce que j'atteigne l'autoroute. Les lumières de la ville se fondant en un flou de néon et de béton. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet, un texto de marin me demandant si j'allais bien, et 3 appels manqués de la ligne de mes parents. Je l'ai éteint. Je ne voulais pas être celui qui leur dirait qu'il n'y avait pas d'issue, que le piège qu'ils avaient aidé à construire pour eux-mêmes était en train de se refermer. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de détachement professionnel et de chaos privé. J'ai fait mon travail. J'ai terminé les audits. J'ai gardé la tête basse. J'ai entendu par le biais de connaissances familiales communes que la maison avait été vidée en un temps record. Papa n'avait pas combattu l'expulsion. Il était juste parti, laissant les clés sur le comptoir. Ils avaient déménagé dans un petit appartement exigu de l'autre côté de la ville, un endroit qui sentait la cigarette froide et le plâtre humide, loin de la vie des brunchs au country club et des robes de créateurs. Vanessa, fidèle à elle-même, avait disparu. Son avocat avait réussi à obtenir une séparation de la responsabilité fiscale, laissant mon père porter le chapeau. Elle avait disparu dans l'anonymat d'une autre ville, d'un autre état, d'une autre vie, probablement déjà en train de tisser une nouvelle version de la vérité à quiconque aurait la malchance de la croire. L'audit de l'IRS a finalement rattrapé l'entreprise, et les conclusions qui en ont résulté ont été catastrophiques. Sans le bouclier de la SARL, le gouvernement s'en est pris à tous les actifs qu'il restait à mes parents. Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas de confrontation dramatique dans une salle d'audience, juste la lente et broyante machinerie du recouvrement. La pension a été saisie. Les économies ont été vidées. La maison a été vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur pour satisfaire le privilège. Mes parents se sont retrouvés avec rien d'autre que l'un l'autre, et même cela était fracturé. Le ressentiment entre eux était une présence physique épaisse chaque fois que j'allais leur rendre visite, ce que je faisais par un vague sentiment de devoir creux. Papa restait assis dans son fauteuil, fixant une télévision vide, ses mains tremblant d'un tremblement qui n'avait jamais été là auparavant.
Maman passait ses journées à nettoyer une cuisine déjà impeccable, essayant de laver la honte de tout cela. Ils ne se sont jamais excusés, pas une seule fois. Ils n'ont jamais reconnu que j'étais celle qui avait essayé de les avertir, ou que ma décision de protéger ma propre vie était la seule chose qui n'avait pas été incinérée dans leur effondrement. Ils me regardaient comme si j'étais une étrangère, un témoin de leur échec, qui n'avait pas sauté dans le feu pour les sauver. J'ai finalement cessé d'y aller. Il n'y avait plus rien à dire, et le poids de leur déception était quelque chose que je n'avais plus la capacité de porter. C'est 6 mois plus tard que j'ai finalement vu la nouvelle sur un fil de presse économique locale, un rapport d'enquête sur la fraude fiscale des petites entreprises. Là, dans une liste de noms sous un titre sur la pénalité de recouvrement des fonds en fiducie, se trouvait le nom de mon père, listé aux côtés d'une douzaine d'autres. L'article était sec, factuel et brutal. Il exposait le vol des charges sociales, l'effet de levier imprudent du capital investissement et l'abandon final et silencieux des dettes. C'était une note de bas de page dans une longue liste d'échecs. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant la rue en bas. La ville était animée, indifférente aux vies qui avaient été démantelées dans les banlieues tranquilles voisines. J'étais toujours là. J'avais ma carrière, mon habilitation et une vie qui était enfin entièrement mienne. Il n'y avait pas de sentiment de triomphe exaltant, pas de climax dramatique où je me tenais sur les cendres de mon passé et déclarais la victoire. Juste un sentiment de soulagement calme et constant. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert un nouveau dossier de projet et j'ai commencé à travailler. Mon téléphone n'a pas sonné. Il n'y avait plus de secrets à enterrer, plus de mensonges à démêler, et plus de membres de la famille attendant que je me sacrifie pour leurs erreurs. Le silence était parfait. C'était le seul héritage que j'avais jamais vraiment reçu.